Camarades, nous le voyons à travers des interventions des délégués, toutes les attaques que nous subissons au quotidien dans nos entreprises n'ont qu'une seule origine, le capitalisme. Nous le savons, camarades, ce sont les travailleurs qui produisent toutes les richesses, alors que pourtant ce sont les patrons, les actionnaires et les banques qui encaissent les profits. Les salaires qu'ils nous distribuent ne sont que des miettes destinées à nous permettre de continuer à exister en tant que travailleurs, à continuer à rester à notre place, à continuer de produire pour les enrichir. Cette réalité n'est pas valable qu'en France, car les régressions sociales qui nous impactent dans chacun de nos pays suivent les mêmes logiques et bien souvent elles sont mises en place pour satisfaire les intérêts des mêmes entreprises, des mêmes groupes, des mêmes actionnaires, des mêmes banques. En somme, de la même classe sociale. Camarades, nous n'avons pas besoin de prendre des cours de géopolitique dans les grandes écoles pour savoir que le capitalisme est un système mondial. Pour savoir qu'aux quatre coins de la planète, c'est le patronat qui exploite et qui met en concurrence les travailleurs. Nous savons que depuis des siècles, les capitalistes poursuivent leur expansion, qu'ils exproprient les peuples, qu'ils s'accaparent la terre, la nature et les ressources. Et que c'est ainsi qu'ils parviennent à détenir tous les moyens de production et d'échange, les entreprises et les services. C'est eux qui possèdent le véritable pouvoir. Le pouvoir de réduire l'humanité à une course au profit, le pouvoir de réduire la dignité d'un homme à une simple marchandise. Pourtant, et cela dans tous les pays du monde, de l'échelle la plus locale à la plus internationale, les capitalistes trouvent toujours en face d'eux la classe ouvrière, qui, en fonction de son niveau de conscience, en fonction de son organisation, de sa détermination et de son unité, qui, en fonction du rapport de force qu'elle met en place, parvient à défendre ses droits et à arracher au prix de la lutte de meilleures conditions de travail, des augmentations de salaire, de la protection sociale et des services publics. C'est pourquoi la CGT a toujours été consciente que les luttes des classes en France n'étaient qu'un morceau de la lutte des classes internationales. Et c'est pour cela qu'elle s'est toujours inscrite dans une démarche de convergence, de solidarité et d'unité avec les organisations de travailleurs bien au-delà des frontières. Et c'est aussi pourquoi aujourd'hui, notre congrès est l'occasion de faire le bilan ensemble de notre activité à cette échelle, d'évaluer les résultats de notre activité revendicative sur le plan international, ainsi que nos avancées en termes de développement de l'organisation. Nous devons faire le bilan concret de ce que cela nous apporte dans nos syndicats et nos organisations, ainsi qu'en termes d'élévation des consciences sur nos lieux de travail et dans la société. Tout d'abord, le syndicalisme international évolue dans un contexte particulier. Sans être des experts, nous savons qu'aujourd'hui l'économie mondiale est structurée par ces grands monopoles et oligopoles que nous connaissons tous et qui dominent chaque branche industrielle. Les capitalistes les appellent multinationales, transnationales. Nous les connaissons sous les noms de McDonald's, Coca-Cola, Unilever, Microsoft, CMA-CGM, Veolia, Total, etc. Par agglomération, trust, fusion, rachat, ils sont les vainqueurs de la concurrence. Les gros poissons qui ont mangé les petits. Ces derniers ont acquis une telle puissance qu'ils parviennent à imposer leur volonté au peuple du monde entier, à piller leurs ressources, à détruire l'environnement, à imposer et dessiner les frontières qui les arrangent, à imposer leur histoire, leur idéologie, leur morale, leur culture, leur propagande, et à tout faire pour que les États ne soient que de simples outils au service du capital, des instruments de leur domination. Maxime le donnait dans son rapport. Ce sont ces monopoles qui poussent aux guerres pour les ressources naturelles, en faisant pression sur les gouvernements, en imposant directement des gouvernements à leur service et en remettant en cause tout gouvernement qui mettrait en place des réalisations en faveur de notre classe. En témoignent les tentatives de déstabilisation des États-Unis sur le Venezuela ou sur Cuba. Ou encore l'assassinat, il n'y a pas si longtemps, de Thomas Sankara, assassinat commandité par la France afin de mettre à mort la révolution burkinabé et ses intentions de front uni des pays africains contre la dette. L'impérialisme est meurtrier, et il est une barrière qui rend d'autant plus difficile l'union des peuples, car il envoie des frères et sœurs travailleurs mourir sur des champs de bataille, avec pour seul objectif d'obtenir des coûts de production plus faibles, comme ils disent. Rappelons ici que les interventions françaises en Libye, en Syrie, au Mali, en Centrafrique, ne visaient qu'à défendre les intérêts de ces grands groupes que nous pouvons nommer, entre autres, Carrefour, Orange, Bouygues, EDF, Veolia, etc. L'impérialisme exacerbe les sentiments nationalistes
pour que des soldats très majoritairement recrutés au sein de la classe ouvrière internationale se battent entre eux. Et pour couronner le tout, ils trouvent le moyen de s'enrichir grâce au marché de l'armement qui vit grâce à la guerre. Rappelons encore que la France, notamment par le groupe Dassault, est le troisième pays qui exporte le plus d'armes dans le monde et que les exportations ont augmenté de 30% en 2018. Si nos luttes syndicales doivent converger, elles ne peuvent pas esquiver ce problème d'affrontement entre les puissances impérialistes, ni celui des liens de domination qui existent entre les pays et donc malheureusement entre les peuples. Car les conséquences sont terribles pour la classe ouvrière qui se retrouve hiérarchisée, divisée, en concurrence, voire même en guerre comme nous le voyons de plus en plus. Dans tous nos pays, nous avons des moyens de pression contre cet impérialisme. Et je soulignerai le travail des camarades de Lafarge qui ont dénoncé le fait que leur entreprise avait ouvertement collaboré avec Daesh en Syrie, ou nos camarades dockers de Fosse qui ont refusé de charger des armes qui devaient servir à aider l'Arabie saoudite dans sa guerre contre le Yémen. Ces exemples font honneur à la tradition internationaliste de la CGT. Ils nous rappellent d'autres glorieux exemples qui parcourent l'histoire du mouvement ouvrier, comme lorsque les ouvriers du port bloquèrent le port de Marseille pour empêcher l'approvisionnement de matériel militaire lors de la guerre que menait la France contre la décolonisation du Vietnam. Ou encore les grèves et les actions de soutien à l'indépendance de l'Algérie, les actions de solidarité au peuple palestinien, tous les rassemblements pour la paix, tous ces actes d'unité internationale que nous devons développer pour gagner l'émancipation des travailleurs, afin que le peuple palestinien n'ait plus à subir le colonialisme et l'ingérence internationale dont la France se rend complice, pour que le peuple kurde puisse vivre en paix et puisse bénéficier de son autodétermination, pour que nulle part un travailleur ne soit obligé de quitter son lieu de vie, son pays, pour que nous gagnions partout le progrès social et que nous puissions produire ce dont nous avons besoin de la manière dont nous le souhaitons. Sur le plan européen, la très grande majorité des pays subissent des problématiques très proches. En Espagne, en Grèce, au Portugal, en Italie et dans bien d'autres pays, l'Union européenne contraint les États à réaliser de véritables cures d'austérité, à privatiser tous les biens publics, à réduire les salaires, les retraites, les allocations, les pensions, la protection sociale. Tout cela au nom d'une dette qu'ils ont eux-mêmes créée. Car c'est au nom de la dette que le capital veut se rendre à nouveau propriétaire de ce que nous avons conquis collectivement, pour détruire ce qui lui coûte et qui rogne ses précieux profits, et pour rendre profitables des secteurs comme la protection sociale, la santé, l'éducation, etc. Avec les conséquences qu'on connaît sur les inégalités et la pauvreté que cela engendre chez les travailleurs. L'Union européenne ne transige pas sur le sujet de la dette. Elle ne laisse aucune possibilité au gouvernement, aux travailleurs, d'envisager de la remettre en cause. Et pendant ce temps, les peuples meurent et sont réprimés. Comme le disait Benoît Frachon, nous retarderions l'Union ouvrière pour le progrès, pour la liberté et la paix, si nous laissions croire que dans l'Union européenne, il y a la moindre parcelle de cet internationalisme auquel aspirent les travailleurs. Rappelons encore que la France, au travers de la politique agricole commune, est la première bénéficiaire du budget de l'Union européenne. Un argent qui, une fois de plus, est distribué aux grands groupes et non aux petits agriculteurs et encore moins aux salariés agricoles. Seule la France des patrons trouve son compte dans cette Europe. Sur le plan revendicatif, les travailleurs européens ont de nombreux points d'accord. Les salaires, l'emploi, l'austérité, les questions migratoires et bien entendu la question du chômage qui permet de faire baisser les salaires. Plutôt que de parvenir à élargir à tous les travailleurs les revendications que nous gagnons dans chaque pays, dans chaque entreprise, c'est exactement le contraire qui se passe au sein de l'Union européenne. Les travailleurs sont de plus en plus mis en concurrence, comme en témoigne la problématique des travailleurs détachés. Mais les syndicats en Europe ont un autre point en commun, c'est qu'ils sont confrontés à une double attaque sur les moyens d'action. La première étant la répression, avec notamment une avancée croissante des coopérations entre les forces de police de chaque pays. Et la deuxième attaque étant celle qui vise à nous compromettre dans les décisions que les capitalistes prennent. C'est ainsi que dans un rapport daté de décembre 2014, que la Commission européenne se félicite de l'avancée de la cogestion entre les entreprises et les syndicats européens. Un rapport qui clame, je cite, « Dans toutes les entreprises ayant une forme juridique européenne, la cogestion au conseil d'administration devrait être rendue obligatoire. » Nous savons à la CGT
que la régression sociale ne se négocie pas. Et c'est pourquoi nous devons rester vigilants dans nos convergences, en s'assurant d'une part que nous sommes dans une démarche de lutte, mais surtout que nous sommes d'accord sur le socle revendicatif que nous construisons avec les autres organisations. L'Union départementale est ouverte à travailler avec toute organisation qui partage ses valeurs de progrès social, comme cela a été le cas lors du colloque international, en invitant des syndicats, quelle que soit leur affiliation internationale. Cependant, nous ne pouvons pas rester immobilisés par des logiques d'appareil qui elles-mêmes immobilisent ou affaiblissent les luttes sociales. Rappelons par là le silence de la Confédération européenne des syndicats, la CES, pendant la loi travail, sous prétexte que la CFDT était pour la réforme, tandis que la CGT était contre. Sous prétexte de ne pas choisir, la CES a fait le choix de ne pas agir. En aucun cas, l'Union départementale ne s'est jamais privée et ne se privera jamais de coopérer avec d'autres syndicats en fonction de leur affiliation internationale. En témoignent nos liens avec les camarades italiens de la CGIL ou portugais de la CGTP, que Maxime a déjà énoncé en introduction. Il ne s'agit donc pas de savoir avec qui nous devons converger, mais bien de savoir sur quelle base nous devons converger. Pour cela, la Fédération syndicale mondiale est bien entendu une fédération qui nous est proche, tant sur le contenu revendicatif que sur les modes d'action. Forte de plus de 200 syndicats affiliés dans 110 pays, avec près de 100 millions d'adhérents, se revendiquant d'un syndicalisme de lutte, de classe et de transformation sociale, elle s'illustre par son action internationale en regroupant des syndicats formés au combat tels que le PAME, syndicat grec qui est présent à notre congrès aujourd'hui, et qui est l'un des seuls syndicats européens à avoir été en capacité d'organiser une manifestation regroupant plusieurs dizaines de milliers de chômeurs et qui lutte avec une détermination qui force le respect dans l'un des pays les plus en crise du continent. La présidence de la FSM est aussi assurée par la COSATU, le syndicat emblématique d'Afrique du Sud, qui a fait ses armes pendant la lutte contre l'apartheid et pour la libération de Nelson Mandela. Rappelons aussi que le secrétaire de la FSM, Georges Mavrikos, s'est déjà rendu personnellement dans les Bouches-du-Rhône pour soutenir l'UD dans son combat contre la loi El Khomri. Les rencontres lors du colloque international ou encore lors du congrès des jeunes de la FSM à Rome ont permis de faire un premier pas vers cette convergence internationale dont nous avons tant besoin. Depuis, cela a permis la venue des camarades du syndicat italien de l'USB à la manifestation nationale des chômeurs et précaires à Paris il y a 2 ans, des échanges en termes d'expérience, notamment sur la structuration, ainsi que des initiatives de soutien, en particulier sur les discriminations syndicales. C'est aussi grâce à ces liens qu'une délégation de l'Union départementale est allée soutenir les camarades de Cosco, entreprise du port du Pirée en Grèce, qui subissait non seulement la privatisation et les emplois précaires, mais dont la grève pouvait entraîner des peines de prison. La présence de délégations étrangères avait pour but de dissuader l'intervention policière du pouvoir des réformistes de Syriza, mais elle avait aussi créé un enthousiasme extrêmement fraternel et revigoré la grève des camarades. Si la CGT veut pouvoir renforcer ses liens internationaux, elle ne peut pas rester simplement spectateur, invité ou compagnon de route. Il faut qu'elle puisse participer et décider de son action internationale. L'Union départementale, comme le spécifient les statuts de la CGT, est libre de ses affiliations internationales. Elle ira d'ailleurs dans le sens des décisions prises au Congrès confédéral, c'est-à-dire de travailler nos convergences internationales, quelles que soient les affiliations. C'est pourquoi il est proposé au Congrès d'adhérer à la Fédération syndicale mondiale afin de renforcer nos liens internationaux, de concrétiser et développer les actions que nous avons commencé d'entreprendre. Il est donc important de préciser qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de proposer de choisir entre l'affiliation à la CES et l'affiliation à la FSM. Car au contraire, si nous faisons l'analyse de revendications communes et des nécessités de convergence sur le plan européen, c'est donc qu'il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait une union des travailleurs européens et donc des syndicats européens. Notre démarche, à nous, CGT, est unitaire.
nous, la CGT, ne porterons pas la responsabilité d'exclure ou de s'exclure du combat contre le capitalisme. Cette affiliation doit être un plus à notre activité. Aussi, il paraît important de rappeler que dans les différentes organisations internationales, CES, CSI ou FSM, il y a des syndicats, des confédérations qui ne portent pas toujours les mêmes valeurs que la CGT. Si la CGT doit faire son choix en fonction de cette donnée, elle sera condamnée à ne plus être affiliée à aucune organisation internationale. L'adhésion à la FSM ne tient donc pas à une posture idéologique, mais bien à faire la démonstration de notre action et de ce que cela nous apporte dans nos organisations syndicales, dans nos luttes et dans nos luttes. Je terminerai donc en disant que le combat internationaliste ne consiste pas à attendre des autres qu'ils mènent le combat à notre place, mais bien au contraire à enrichir nos combats respectifs de nos réflexions, de nos espoirs, de nos forces, de notre détermination. Nous devons donc être forts sur nos bases et de l'unité de la classe ouvrière, nous vaincrons le capitalisme, cela ne fait aucun doute. Camarades, vive la lutte internationale des travailleurs, vive l'Union départementale des Bouches-du-Rhône CGT et vive la CGT.